Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et pour cette seconde semaine en compagnie de Philippe Perfettini. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Vous êtes là évidemment pour nous parler de Napoléon tout au long de cette semaine. On l'a laissé à Brienne quand nous nous sommes quittés la semaine dernière. Le pauvre. Et nous retournons justement à Brienne où il achève sa scolarité évidemment puisqu'il en sortira à l'époque ce n'était pas la majorité mais en tout cas il en sortira à l'âge de 18 ans, c'est ça. Il part un petit peu avant de Brienne pour aller à Paris, à l'école militaire. On est en 1784-85, on est dans ces eaux-là, donc il a 16 ans. Et il va se retrouver à Paris. Il part de Brienne où il y a des matières où il excellait, d'autres où il était parfaitement mauvais et complètement inintéressé. Et il va se retrouver à Paris dans un environnement encore plus hostile à l'école militaire, au Champ de Mars. Et avec un fossé social qui se creuse encore plus entre ses amis et lui, c'est-à-dire la petite noblesse désargentée et les lignées de grands nobles français. Et là, ça ne fait qu'accentuer son malaise. Bon, ça ne va pas l'empêcher de travailler puisqu'il va redoubler d'efforts, il va exceller en mathématiques encore plus, et à tel point un de ses professeurs dira de lui qu'il ira très loin si les circonstances le favorisent. Alors, il choisit l'artillerie, mais au départ, ce n'était pas sa première vocation, puisque je crois qu'il y avait la marine aussi et que sa mère s'y est opposée. Oui, aussi curieux que ça puisse paraître, les Corses ont un peu le pied marin dans l'histoire, et pourtant ça devrait être une obligation de vouloir naviguer, mais lui, c'était son premier petit objectif, on dira, mais non, effectivement, la voie de la raison et de la maman a choisi l'artillerie. À l'époque, on peut dire quelque chose de plus noble. Est-ce que c'est dans ce sens, en termes de carrière? Ah oui, c'est la porte ouverte à la grande carrière militaire. Hein. Complètement. Hein. L'artillerie, c'est la stratégie pure sur la terre, le combat à l'ancienne, et c'est là qu'on acquiert ses lettres de noblesse en se battant les yeux dans les yeux avec ses ennemis. Alors, évidemment, donc, à Brienne, on l'a vu, donc, et puis ce départ à Paris, à ce moment-là, justement, il commence à resserrer peut-être aussi ses liens avec la Corse. Hein. Il les resserre en effet d'autant plus lorsqu'il arrive à Paris, il est en pleine dépression. Il est en pleine dépression. Son père est mort. Il y a la famille nombreuse qui n'a plus de revenus, mais qui en a beaucoup moins du fait de la mort du père. Le vieil oncle Luciano est vieillissant. Ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout. Il est devenu chef de famille, en fait, en quelque sorte. Oui. Pourtant, son frère, ça aurait dû être son frère aîné. Comment se fait-il que c'est sur lui que repose cette lourde charge? Il s'impose cette charge. C'est lui qui prend les devants. Hein. Ça lui tombe pas sur la tête. Il estime être de droit le chef de famille au détriment de son aîné Joseph qui, bon, semble-t-il, n'en a pas les capacités. Donc il se met cette pression supplémentaire. Il n'est pas bien à Paris. Il n'a pas beaucoup d'amis. Il déteste, à l'époque, il déteste ces Français. Il le dit, hein, je leur ferai autant de mal que je pourrais. Bon, les choses sont claires. Et il déteste la monarchie. Il déteste beaucoup de choses à Paris. Tout, quoi. Le climat, tout est mauvais pour lui. Et il n'a qu'un rêve, c'est revenir en Corse, s'y installer, y faire sa carrière et subvenir aux besoins de sa famille. Alors, il y a cette haine aussi des Français, cette haine, bon, évidemment, qui s'incarne peut-être aussi avec une sorte de ressentiment par rapport au père. On dit qu'il reprochait à son père peut-être de s'être vite rendu à la cause française. Il lui en a voulu terriblement, ça aussi, il l'a écrit, hein, qu'il ne comprenait pas pourquoi le père avait fait ça au détriment de la figure tutélaire de Pascal Paoli, des idéaux de révolution, de liberté, d'émancipation du peuple. Pourquoi quitter cette lutte pour tomber dans des travers bêtement matériels pour subvenir aux besoins de la famille? On est encore dans l'idéologie pure et dure. C'est un gamin, n'oublions pas, encore à l'heure où on parle.
Alors d'ailleurs, pour en venir au niveau matériel, à cette époque aussi, il y a un mieux, puisque la famille Bonaparte a hérité évidemment de l'oncle aussi. L'oncle meurt en 1791. Donc, on est entre les deux. Là, on est entre les deux. Et là, ça va vraiment, vraiment, vraiment pas du tout. Hein. Parce que personne n'a de revenus. Personne n'a de revenus, justement. Il y a un chiffre qui court comme ça, que la maman vivait avec une très modeste somme de 1500 livres mensuels pour nourrir toute sa famille. Et envoyer des sous à Joseph, qui étudiait à Pise à ce moment-là, ça marche pas. Merci beaucoup Philippe Perfettini, on se retrouve demain pour une autre émission. Votre compagnie à demain. À demain Lisa. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et pour une nouvelle émission en compagnie de Philippe Perfettini. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Alors hier nous avons évoqué évidemment cette situation dans laquelle se trouve la famille Bonaparte, privée de son chef de famille, puisqu'on l'a vu, Charles Bonaparte est mort en 1784. On va parler 85, pardon. On va parler aussi de cet attachement à la figure de Paoli, puisque à cette époque-là, peut-être finalement que la figure de Paoli remplace la figure du père décédé, en tout cas pour Napoléon. C'est tout à fait ça, parce que le père étant décédé, il a peu connu son père, finalement, son père biologique. Hein. En plus, il y a une divergence d'opinion politique et idéologique. Donc son père spirituel reste Paoli. Donc ça n'est pas pour arranger le bien-être de Napoléon à Paris, et puis après à Valence, dans la Drôme, où il va être muté une fois qu'il aura fini sa scolarité dans la capitale. Il ne rêve que de Paoli. Il écrit à Paoli déjà. Oui, la correspondance est assez dense. Hein. Paoli, de son côté, se méfie un petit peu des agités de la famille Bonaparte, parce que ça reste les enfants de Charles, qui a retourné sa veste. On dit d'ailleurs qu'il est plus proche, évidemment, d'une autre figure aussi, c'est celle de Pozzo-di-Borgo et de la famille Pozzo-di-Borgo en général. Alors là, on rentre dans l'autre poids lourd de l'histoire corse à la fin du XVIIIe et début du XIXe. Cette espèce de triangle un peu malsain entre Bonaparte, Pozzo-di-Borgo et Paoli. C'est à qui va se rapprocher le plus de Paoli pour mieux le trahir à la fin. C'est Pozzo-di-Borgo qui va gagner le premier round. Et à ce moment-là, effectivement, il y a cette jeunesse qui est née dans les années 60 à Ajaccio, dont les parents étaient directement attachés à Paoli. Et Paoli revient en Corse après son exil en 1790. Et là, c'est la querelle pour savoir qui va le mieux courtiser Ubabo. Hein. Bon, ça va mal se passer pour certains, très mal. Exactement. Pour en revenir évidemment à l'avant-Révolution française, Napoléon est présent, en tout cas à Paris. Non, on n'est pas présent à Paris, je crois, en 1789. Hein. Il n'y est pas à Paris à cette période-là. Il n'assiste pas, en tout cas, aux prémices de la Révolution française. Il est à Paris juste avant. Hein. C'est aux plus sombres heures de sa dépression dans l'hiver parisien. C'est là à Paris. Je peux dire comme son histoire est glauque à ce moment-là. C'est à Paris sous les arcades du Palais Royal qui va devenir un homme, qui va se déniaiser avec une femme de joie. L'histoire est très 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 glauque, hein, malheur, le pauvre gamin. Et là c'est la loose, hein, mais complètement. Et quand la révolution, quand la prise de la Bastille a lieu, il est encore en Bourgogne et il est chargé de mater la rébellion révolutionnaire en Bourgogne en tant que militaire du roi. Et c'est là qu'il y a des choses qui se passent dans sa tête. Il y a deux choses, hein, en fait. Il y a la première, c'est sa haine des mouvements populaires vient de là. Donc il a peur de la foule depuis ce moment-là, et il se dit pourtant, c'est ces idéaux-là qui me plaisent. Ce n'est pas défendre ces privilèges du roi qui n'ont pas d'âge et qui n'ont plus de raison d'être qui m'intéresse. C'est la révolution, une ère nouvelle. Et puis peut-être aussi, comme beaucoup de Corses, il voit dans la Révolution française l'opportunité, ou peut-être une sorte de revival de la Révolution corse qui avait eu lieu évidemment quelques années auparavant.
Et au-delà de ça, parce que ça, il a pas, lui, il était pas né, il l'a lu, il l'a entendu par ailleurs. Mais même s'il est féru d'histoire, il vit pas dans le passé. Il vit pas dans le passé et il sent que tout ce dont il a souffert avant 89, ben, ça s'achève au 14 juillet. C'est une nouvelle ère qui commence. Il y a un chaos indescriptible en France et ça va être le moment rêvé pour prendre sa place, pour trouver sa place. Pour les ambitieux, bien sûr. Voilà. Et pour lui, à ce moment-là, sa place, elle est en Corse. Elle n'est pas à Paris. Et il va s'en aller. Enfin, il va revenir ici, pardon. On dit justement de lui à cette époque qu'il est tout le temps en permission. C'est un permissionnaire permanent. Oui. Avec exagération peut-être, ou pas? Pas tant que ça, parce qu'effectivement, il multiplie les séjours en Corse. Une fois qu'il y est, il demande des prolongations de permission. Donc ça fait des séjours très longs. Il y a un séjour, c'est en 92 où il reste, entre 91 et 92, où il reste quasiment un an. Ah oui, c'était de longues permissions. Un an à Ajaccio, sans retrouver son régiment. Bien sûr. Pour faire ses affaires ici. Entre-temps, son frère Joseph a été élu au conseil municipal, mon Dieu. Et 16 ans plus tard, il va être roi de Naples, l'ami Joseph. C'est quand même sympa aussi comme trajectoire. Merci beaucoup Philippe Perfettini, on se retrouve demain. Merci, au revoir. Vous. Bonsoir, bienvenue dans Storia Austral. Nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza en compagnie de Philippe Perfettini. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Alors nous avons parlé évidemment hier de ces vues sur la Corse, à cette époque Napoléon. Le retour de Paul, il va accélérer les choses, puisque évidemment les Bonaparte préparent ce retour. Oui, tout le monde est d'accord en Corse, sur le retour de Paul. Il y a, si possible, une affirmation de la Corse dans cette France révolutionnaire ou suivant d'autres voies, de manière un petit peu plus indépendante. Et il y a une nouvelle génération qui va courtiser Ubabo, dont les Bonaparte et Pozzoliborg en tête de peloton. Très vite, on se rend compte qu'en plus du fossé idéologique, parfois, il y a un écart générationnel qui est trop important. Trop important, et pour Napoléon et ses frères, ça ne va pas marcher du tout avec Pascal Paoli. Alors en plus, Paoli est plus proche, on peut le dire, d'une vision qu'avait quelqu'un comme Mirabeau peut-être, et Napoléon est dans une vision, on peut le dire, plus révolutionnaire des choses, avec certaines nuances bien évidemment. Napoléon a ce problème qu'il est jeune, qu'il a faim et que c'est un militaire. Donc ça laisse pas trop de temps à la philosophie. Il a besoin, c'est un besoin vital de réussir. Donc l'idéologie, on dirait, elle va passer au second plan, et nécessité faisant loi, il va essayer de s'imposer par la force pour avoir sa place à ce moment-là. À quel moment, justement, les liens vont commencer à se distendre? Est-ce que c'est peut-être au moment aussi où finalement la Révolution française marque ses premiers pas dans la terreur? Alors, pour la petite histoire, ça serait un peu avant, ce serait dès 1790, quand Paoli revient et qu'il y aurait la fameuse rencontre de Paoli et Napoléon à Orezza, où Paoli raconte sa défaite de Ponteno, et Napoléon, plein de mépris qui le caractérise à l'époque, aurait dit le résultat de cette bataille a été ce qu'il devait être. Bon, sous-entendu, tu n'es pas doué pour la stratégie. Bon, ça a été un petit peu mal pris, semble-t-il. Bon, là, on reste dans le folklore, mais la vraie rupture, elle est à partir de 1792 et 1793, après, avec l'expédition catastrophique commandée par Paris à Pascal Paoli pour la conquête de l'île de la Maddalena en Sardaigne, que Pascal Paoli ne veut pas parce qu'il estime que les Sardes sont des alliés ancestraux et qu'il n'y a pas lieu de les attaquer. Et Napoléon veut faire ses preuves. Bon, évidemment, ça échoue lamentablement. Napoléon n'est pas content.
En même temps, il y a son frère Lucien qui est à Toulon, qui crie au scandale en disant que Paul est vendu à la solde des Anglais et qu'il déteste la France. Il le dénonce en quelque sorte. Il le dénonce, oui, traître à la patrie, ouais, rien que ça. Hein. Rien que ça, c'est pas sympa, hein. C'est pas sympa du tout. Paoli et Pozzo-di-Borgo, qui est dans son giron, sont décrétés hors la loi. La nouvelle traverse la Méditerranée, effet inverse, et c'est au Bonaparte qu'on veut faire la peau. D'où cette fuite, cette fameuse fuite dont on peut parler justement, ce pillage de la maison Bonaparte, cette destruction aussi en partie de la propriété d'Émile, puisqu'entre-temps, il y a cette propriété qui appartenait évidemment au Bonaparte. Ça se passe en 1793. Absolument, on est en 93, et là, ça semble être la fin de tout. Pour les Bonaparte et pour Napoléon. Ils ont lutté pour avoir leur petite place à Ajaccio. Ça a duré 1 an, 2 ans maximum. Catastrophe en 93 à vouloir aller trop vite. Et effectivement, les partisans de Paul, ils se regroupent pour leur faire la peau au sens propre. Donc ils descendent vers Ajaccio, ils saccagent tout ce qui peut porter le nom de près ou de loin des Bonaparte, et ils arrivent à la maison est vide. Évidemment, ils sont tous partis, et la maison est saccagée. On a dit qu'elle a été brûlée, mais bon, c'est pas si évident que ça, parce que tout le quartier aurait flambé sinon. Et est-ce qu'elle porte encore d'ailleurs les stigmates peut-être de ce pillage? Pas véritablement, puisque ça a été évidemment tout a été restauré, reconfiguré sous le Second Empire. Donc de cette époque, fin 18e, il ne reste plus rien, pas plus grand-chose. Voilà. Et la famille, donc en 93, la mère et ses enfants traversent les Millets, les Campo dell'Oro pour aller... traversent le maquis. Imaginez la mère veuve avec tous ses enfants qui va rejoindre Napoléon là-bas à l'aéroport, enfin l'actuel aéroport à la Tour de Capitale. Et Napoléon qui les attend, et puis ils vont partir dans une petite barque de fortune à Calvi, chez le parrain de Napoléon, et de là, ils vont gagner... le continent. Aujourd'hui, c'est la même chose avec ces histoires de migrants. Là, on a une famille de malheureux qui a tout perdu et qui va arriver en France sans rien, zéro. Retour à la case départ. C'est même avant la case départ, là. On en parlera demain. Merci beaucoup, Philippe Perfettini. Merci à vous. Au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Story en Austral pour cette avant-dernière émission de la semaine en compagnie de Philippe Perfettini. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Alors le cap là est mis sur le continent et en l'occurrence vers Toulon. Vers Toulon et vers Marseille, puisque c'est là-bas que la famille va être hébergée pendant quelques temps. Et puis la bonne étoile dont est si fier Napoléon depuis le début de sa vie, apparemment ça marche. Parce que 93, qui devait être l'année de la catastrophe pour eux, finalement, ça s'avérera être un mal pour un bien, puisque 93, c'est également le siège de Toulon par les Anglais. Et à ce moment-là, le régime de la Convention a besoin d'un chef militaire à Toulon, d'un artilleur, pour défendre la rade. Et c'est là qu'entre en scène un autre Corse, M. Christophe Salicetti. Il dit voir Napoléon. Il dit, bon, je fais un raccourci, mais est-ce que ça t'intéresse d'eux? Ça t'intéresse? Oui. Oui. Un oui catégorique. Et là ça y est, c'est parti. Sa carrière démarre. Sa carrière militaire est lancée. Voilà. Démarre à Toulon. Il joue sa vie tous les sens du terme. Donc, il défend la rade. Et puis, il trouve un autre soldat qui est possédé comme lui, qui est Junot, qui ne le quittera plus jamais. Il y a une histoire qui est rigolote. Ils sont en train de remplir un ordre de mission à l'encre et à la plume, et il y a un boulet de canon qui éclate à côté d'eux, et la terre projetée par le boulet sèche l'encre, et Junot dit très calme, comme ça on n'aura pas besoin de sécher l'encre, ça sèche tout seul avec la terre. Qu'est-ce que c'est que ce type-là qui ne tremble pas devant le canon? Et Napoléon non plus ne tremble pas, puisqu'il est blessé à plusieurs reprises pendant le siège de Toulon. Il se prend un boulet, un éclat qui lui ricoche dans la tête. Il attrape la gale et il prend un coup de baïonnette au mollet.
Donc il fait ses preuves. Il fait ses preuves sur le terrain. Physiquement, oui, il joue, mais il joue sa vie. Hein. Il joue sa vie contre les Anglais. Il y arrive. C'est son premier combat. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce possédé là? Parce que c'est le cas. Hein. C'est le cas. Il avait conscience qu'il jouait sa carrière. Et il a réussi son pari. Il a défendu Toulon. Il a quelques cicatrices. Il a attrapé la gale. Mais dans le résultat des courses, il a été remarqué. Et à la fin de l'année 93, il est nommé général. Il a 24 ans. C'est rapide. On peut dire que c'est... C'est plus que rapide. Mais c'est un des critères de sa vie, c'est la vitesse. Oui, c'est la vitesse. C'est d'ailleurs une qualité qu'il disait tenir de sa mère, il me semble. De saisir ses opportunités. Oui, ça oui. L'idée des opportunités, oui, ça c'est la maman. La vitesse, après, il l'a acquise. Bon, elle est innée chez lui par rapport à ses facultés de raisonnement, et puis sur le terrain. Alors cette nomination de général, finalement, ça va lui apporter quoi? Ça va lui apporter la richesse dont il a toujours rêvé, parce que il est général. Général, c'est le sommet. Il arrive quasiment au sommet de la hiérarchie militaire. Il a 24 ans. Il va avoir pour première mission de commencer à aller voir ce qui se passe en Italie. Et après, on arrive à d'autres époques où il est appelé à Paris. Et il va réprimer avec son futur ami et beau-frère Joachim Murat les insurrections de Vendémiaire contre les royalistes. Il va commencer là à collectionner les sobriquets. À Toulon, c'était capitaine Canon. À Paris, ce sera le général Vendémiaire, et puis etc. Évidemment, sa carrière est lancée, il se fait remarquer. Politiquement, il arrive aussi à passer, on peut le dire, à travers les mailles du filet, puisqu'on le sait, on est passé donc d'une époque de terreur au directoire. Comment il a réussi à cette transition? Il a eu très chaud. Il a eu très très chaud parce qu'il fut un temps protégé des frères Robespierre, qui ont mal fini. Lui-même a été inquiété, pas très très longtemps. Mais il est utile. Il commence à comprendre que le général Bonaparte est utile à la France, même s'il est attifé comme un as de pique, qu'il est tout maigre, qu'il a mauvaise mine, qu'il n'est pas forcément très beau, mais il est utile. Et il va à la bagarre sans rechigner, donc il sert les intérêts de la France. Politiquement, est-il vraiment républicain ? Il se définit comme tel à l'époque, en tout cas, puisque ça sert certainement ses intérêts, mais l'est-il vraiment ? Il doit tout à la Révolution et à la République. Sans ça, il n'existe pas. Il n'aurait pas vu le jour. C'est la Révolution qui le fait et qui lui permet de sortir du lot. Après, il a su saisir les opportunités. Et son naturel autoritaire, égoïste, qu'on mentionne dès la petite école, hein, dès qu'il arrive à Brienne, hein, c'est écrit ça aussi, hein. Là, ça va prendre une nouvelle dimension, et son aversion pour les mouvements populaires va faire qu'il va sombrer dans le régime autoritaire assez vite. Merci beaucoup Philippe Perfetti. On se donne rendez-vous demain pour la dernière émission de la semaine. À demain, au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostral pour une dernière émission de la semaine en compagnie de Philippe Perfettini. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Alors je rappelle évidemment que l'ensemble des émissions est disponible sur le www.alta-frequenza.com en vidéo et en podcast, et nous poursuivons évidemment cette ascension de Napoléon. Alors on va parler d'un épisode aussi qui est un petit peu resté dans les annales. C'est Napoléon évidemment c'est Napoléon qui assiste au sac des Tuileries, et justement qui a cette réflexion contre la faiblesse de la monarchie française. Oui, alors là on remonte un petit peu dans le temps. On est en 1792. Il est juste avant, et là il est au creux de la vague. Il s'ennuie à mourir à Paris. Il n'a pas d'amis. Il écrit à ce moment-là, hein, je vivais comme un ours, les livres étaient mes seuls amis. C'est fascinant comme vie, hein. Et là, il se promène aux Tuileries, et il assiste à l'humiliation du pauvre Louis XVI, qui est présenté à la fenêtre des Tuileries par les révolutionnaires avec un
un bonnet phrygien, et là il s'exclame. Bon, alors là aussi les versions divergent, mais bon, il l'aurait dit une version dit qu'il aurait dit ça en Corse, en regardant le roi, il dit oh, Kegoudia. C'est la version en Corse, ouais, ça, oui, non oui. sous-titrée. Absolument, absolument. Donc regardez le roi être ridiculisé en lui disant quel couillon. S'il avait fait canarder toute cette populace, eh ben, il serait encore en train de courir. Et c'est assez choquant pour lui de voir qu'un souverain, un roi, un monarque de droit divin qui plus est, puisse être humilié de cette manière par ce peuple si sale dont il a horreur. On en revient à la période du Directoire. On l'a vu, finalement, Napoléon est en train de devenir l'homme indispensable. À ce moment-là, c'est lui, hein, à Toulon, il a compris qu'il pouvait être l'homme providentiel pour la France. Rien que ça. Et il arrive à Paris, donc il a son grade de général, il commence à être introduit par Barras, c'est son maître à l'époque, il commence à être introduit dans la belle société, et c'est là qu'il rencontre Joséphine, bien évidemment. Joséphine, oui, mais Joséphine. Ne l'oublions pas. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas l'oublier. Que son frère décrit comme fort laide avec les dents noires, c'est ça? C'est tout à fait ça. Tout à fait ça, son frère Lucien disait... Ce qui est faux. T'es pas laide. Hein. Bon, pour ça, les gens s'accordent sur sa beauté. Les dents étaient à désirer, en effet. Mais Lucien lui a dit, effectivement, ta femme est moche, la mienne, au moins, elle est belle. Bon, oui, c'est pas fait pour arranger les relations entre les deux. Et à ce moment-là, Joséphine est veuve, elle a 2 enfants. Elle est la maîtresse de beaucoup de gens à Paris, mais dans la belle société. C'est une courtisane. Elle a vécu, comme on dit. Elle a vécu. Elle est jeune, hein, elle a 30 ans. Hein. Mais elle a vécu. Et les sœurs de Napoléon, on l'appelait la vieille. Et mon Dieu. Et elle a de l'expérience. Elle a de l'expérience. Napoléon n'en a aucune. Il a quelques flirts, hein, on dira, mais bon, ça va pas loin. C'est pas un homme à femme. Hein. Et il est mal fagoté, enfin ça va pas du tout. Et bon, elle rit de lui au début, elle rit de lui, mais au fur et à mesure il lui écrit des lettres enflammées, elle se moque, elle les fait lire à ses copines et à ses copains, ouais, même là, enfin bref. Avec des fautes d'orthographe, paraît-il. Oui, il savait pas écrire. Il savait pas écrire le français, le malheureux à cette époque. Et donc là il est vraiment pâteau, hein. Il est vraiment pâteau, et pourtant, un soir, il va conquérir le cœur de Joséphine en passant par les enfants, en rendant au petit Eugène de Beauharnais, donc le fils de Joséphine, le sabre de son père. Et là, Joséphine est conquise par la gentillesse du général Bonaparte, et elle va lui écrire pour se plaindre qu'il ne la courtise pas suffisamment et qu'elle est prête à l'accueillir. Comme ça. Ouvrir son cœur. Voilà, et là c'est gagné. C'est gagné pour Napoléon. Elle va lui ouvrir aussi les portes de la haute société, puisque finalement, on peut dire qu'elle connaît les rouages. C'est elle qui le fait. Elle va le faire souffrir plus que de raison pour des motifs purement amoureux. Mais en termes d'introduction dans la société, c'est elle. C'est elle qui lui présente tout le monde via Barras, qui est le roi de l'époque, puisqu'on le surnommait le roi Barras. Napoléon va vite s'en défaire quand il va arriver au pouvoir, d'ailleurs, c'est très rigolo. Mais c'est à elle qu'il doit absolument tout. Devenir un homme, c'est elle. Malgré les oppositions de la mère. Oh mon Dieu. La mère a un peu des visions antique du couple moderne. Donc s'acoquiner avec une veuve qui a 2 enfants et une réputation sulfureuse, ça lui plaît pas beaucoup. Elle aurait espéré mieux pour son fils, pourtant c'est ce qui pouvait lui arriver de mieux. Merci beaucoup Philippe Perfettini, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir, bonne soirée.